Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois les auteurs du l'ouvrage qui est paru sur le Raoui en Polynésie, Tamatoa Bambridge. Bonjour. Christian Monté. Bonjour. Et il en manque deux. Qui n'ont pas pu venir. Oui. Thierry Paulet et celui qui est à Paris, c'est François Gaulle. C'est ça. Alors, le Raoui, c'est un terme qu'on connaît bien ici, mais est-ce qu'il n'a... pourquoi est-ce qu'il fallait faire un ouvrage là-dessus ? Ah, ça c'est la question qui tue. Alors l'idée qui nous est venue était de comparer un ensemble de gestion dans le lagon, que ce soit le Raoui de Tiopo, le PGEM de Moorea, l'espace biosphère de l'UNESCO à Whakarawa. Et l'idée à l'origine, c'était de regarder au fond comment ces lieux de gestion des ressources étaient organisés, et notamment par rapport à la théorie des communs de Eleanor Ostrom. Alors on va, pour nos auditeurs qui sont pas toujours au fait des prix Nobel, etc., on va réexpliquer qui est cette dame et ce que c'est que les communs. Alors, Elinor Ostrom, il faut dire, c'est la seule femme à avoir eu le prix Nobel d'économie. Il faut le remarquer. C'est rare. Oui. Et en plus, elle n'avait pas une formation d'économiste, elle vient de la C'est peut-être pour ça qu'elle l'a eu. Oui, c'est ce que vous avez déjà dit. Oui, alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle... Elle est décédée, depuis. Oui, Elle l'a eu en quelle année ? Elle a eu le prix Nobel en 2009 et elle est décédée en 2012, je crois. Enfin, je n'ai pas vérifié la date, mais rapidement après, hélas, elle a eu un cancer foudroyant. C'est dommage parce que c'est intéressant, justement, elle a mis en place des théories nouvelles. Oui, alors, elle s'est intéressée à un problème qui est ancien, à vrai dire, celui connu sous le nom de tragédie des communs. C'est les ressources... alors, les communs. Les communs, voilà. De quoi s'agit-il ? Alors, on appelle ça les communs parce qu'en Grande-Bretagne, on appelait commons, les communs, les pâturages dans les villages qui étaient disponibles pour tout le monde. C'est pas propriété privée, c'était pas enclos, fermé, avec des barrières. Tout le monde pouvait comme aller une place publique. Donc c'est un commun, voilà, un endroit commun. Et sur cet endroit commun, on avait quand même l'impression que les gens utilisaient beaucoup la ressource parce qu'elle n'était pas à eux personnellement, et ils l'utilisaient de manière excessive au point que si tout le monde utilise la ressource commune de manière excessive, elle s'érode, elle s'amenuise jusqu'à périr éventuellement. Et ça se pose dans tous les cas où on a des biens qui sont exploitables en commun, et ça peut être donc des lacs, des forêts, des lagons pour ce qui nous concerne ici. Et donc, pour ces ressources communes, comme il y avait ce problème de risque de tragédie de l'amenuisement de la ressource, alors tragédie avec tout ce que ça comporte de disputes, de fâcheries, oui, et puis la ressource se détruit. Alors nous maintenant qui sommes préoccupés par le problème de la conservation des ressources. La planète, c'est la tragédie des communs, parce que c'est la planète, on est un petit peu en train de tirer sur la corde. Exactement, parce qu'il y a des communs globaux, en fait, mondiaux, les océans, le climat, c'est un commun mondial, hein. Et donc, les gens qui se penchaient sur ce problème disaient, la seule solution, c'est de mettre des enclos, de privatiser, quoi, de mettre des barrières, et puis chacun est sur sa parcelle, et il n'y a plus le problème, puisque chacun, à ce moment-là, gère, un bon père de famille, sa parcelle. Et ça marche mieux, en effet, comme ça. Mais c'est pas possible, dans beaucoup de cas. On peut pas découper des parcelles de lagons. Ouais, voilà. Donc, il y a des tas de ressources de ce type-là, où de toute façon, c'est pas possible, ou ce serait très coûteux, ou même c'est pas souhaitable parce que les gens préfèrent que ça reste en commun. Voilà. Et dans tous ces cas-là, alors si on pouvait pas privatiser, l'autre solution, c'est dire, c'est une puissance externe, le gouvernement, je sais pas, le gouvernement local, la mairie, n'importe, mais une puissance extérieure qui vient et qui impose des règles, des quotas, et qui gère, ou même qui nationalise, si on peut dire, enfin. Voilà, il s'occupe du commun et le gère dans l'intérêt commun en surveillant l'exploitation, en mettant des interdits, etc. Et Ostrom a dit, mais non, enfin, elle a étudié des centaines et des centaines, des milliers de sur la Terre, sur la planète, elle est partout. Avec toutes ses équipes. Et elle s'est aperçue que un peu partout dans le monde, les communautés arrivaient à gérer des communs sans privatiser,
soit parce que c'était pas possible, soit parce qu'ils le voulaient pas, mais aussi sans nécessairement que ce soit les gouvernements qui viennent imposer des choses qui souvent sont mal perçues par les gens localement, mal comprises. Parce que c'est fait par les bureaucrates, oui, on va dire. Voilà, par l'administration, et souvent il y a un rejet de ces règles-là. Et en fait, les gens finalement arrivent à trouver un intérêt commun et à gérer la ressource dans l'intérêt de leur propre, mais dans le futur, et aussi celui de leurs enfants, etc. Ils comprennent en quelque sorte l'enjeu futur, et ils arrivent à trouver des mécanismes pour régler le problème. Mais ces mécanismes, sont complexes. Elle a fait une liste de choses qu'on retrouve, même si chaque commun est un cas particulier. Elle a mis à jour des principes qu'on retrouve partout où ça marche. Et donc, vous avez eu envie d'étudier ici, en Polynésie, plus particulièrement, comment ça se passait, en prenant 3 cas d'études. Oui, voilà, parce qu'en fait, en Polynésie, ce genre de ressources, souvent, on n'a qu'une vision binaire. C'est soit le marché qui gère, soit la puissance publique. Or, comme nous le dit Ostrom, entre les deux, il y a de la place pour des formes de commun. Et l'idée, c'est de dire, oui, mais si ça existe, il faudrait qu'on les identifie, voir comment ça fonctionne, voir les problèmes qui sont posés à l'intérieur de ces communs, ou à l'interface entre le commun et les différents acteurs, enfin, en tout cas, entre le marché et la puissance publique. Donc, c'est comme ça que nous est venue l'idée d'étudier ces cas d'études. Alors, il y a une partie qui est historique. Le Rahui à son origine, par qui c'était dirigé, les RI, comment, pourquoi, dans quelles circonstances. Oui, souvent c'était pour se réserver un petit peu un précaré pour eux quand même. Disons que c'était pas très démocratique quand même. Oui et non, parce que là aussi, la recherche en sciences humaines a fait des progrès. On s'est aperçu que ce n'était pas que le monopole des RI, aussi bien les gens de statut inférieur comme les Manahune ou les Raatira, à partir du moment où ils maîtrisent sur le territoire de famille qu'ils maîtrisent, ils pouvaient mettre en place des rahui eux aussi. Et souvent, les RI, là, n'avaient que des droits solennels, la première prise de pêche, la première prise des premières fouilles, mais pas du tout un pouvoir aussi énorme tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, en tout cas pas absolu. Et au fond, il y avait déjà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait déjà historiquement les ferments d'une gestion commune, au-delà du simple chef, mais au contraire une gestion beaucoup plus participative qui existait historiquement. C'est ce que met en évidence les premiers chapitres de l'ouvrage. Ensuite, dans la suite, on s'interroge sur, lorsqu'il y a un fonctionnement de type commun, au sens de Ostrom, comment ça marche? D'abord, est-ce que ça marche? Oui, non. Et si ça marche, comment? Et quels sont les problèmes qu'on y rencontre à l'intérieur de ces gestions-là? Donc, de ce point de vue, c'est assez intéressant. Oui, parce que c'est 3 modes de fonctionnement différents. Oui. Les 3 cas que vous avez. Mais il y en a d'autres de gestion en commun comme ça. Dans les 3 cas qu'on a étudiés, oui, ce sont des choses un peu différentes, mais où il y a toujours la même. Ces 3 cas-là. Parce que justement, le Rahui de Teahupo'o est plus auto-organisé dès le départ. Donc, on s'est dit, ça correspond bien justement aux critères que Ostrom avait dégagés. Le lagon de Moorea, c'est plutôt administration, PGEM, là, c'est plutôt des règles administratives. On peut rappeler ce que veulent dire ces initiales? Oui, c'est le plan de gestion de l'espace maritime. Voilà, avec notamment des zones où la pêche est interdite, les aires marines protégées. Donc ça ressemble un peu du point de vue fonctionnement au oui, mais sauf que c'est pas participatif. Voilà, ça vient ça n'a pas été une demande de la population. Voilà. Même si, de fait, il y a aussi un effort, surtout maintenant, pour intégrer les populations à la. Oui, parce qu'ils sont aperçus que ça ne marchait pas aussi bien qu'ils auraient voulu, dans la mesure où, si j'ai lu le livre, il y a des populations de pêcheurs qui sont exclues et qui ne trouvent pas leur compte, puisque c'est plutôt à tendance touristique. Du moins, c'est le ressenti. Oui, c'est le ressenti. Après, déjà, il y a un premier constat qui est important, ou justement qui pose un problème au commun, c'est que c'est cette espèce de surreprésentation du politique dans l'ensemble des comités de gestion. Voilà. Et c'est souvent pas le fait des administrés, c'est plutôt le fait des administrations, mais déjà là,
c'est une difficulté parce que les voix, tout le monde n'a pas voix au chapitre avec la même force. Voilà, donc le problème à Moorea, ce n'est pas tant que les pêcheurs soient exclus, que le fait qu'ils soient très sous-représentés. Vous avez un représentant, qui est au comité permanent, mais est-ce qu'il fait? On ne s'est pas posé la question de savoir s'il fédérait les autres pêcheurs. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est représentatif des autres? Voilà. Est-ce qu'il est représentatif? Est-ce que alors les autres pêcheurs en termes de technique, c'est-à-dire la pêche lagonaire simple ou la pêche hauturière côtière, donc vous avez tout type de différents statuts de pêcheurs. Voilà. Et c'est alors. Après, les contextes, ils sont pas les mêmes dans les trois cas d'études. Moorea est une île où un tourisme sur deux qui vient en Polynésie va à Moorea. Tiopo, on en voit, c'est plutôt un touriste vert. Voilà, oui. C'est pas les. C'est un peu le bouche à oreille qui fait qu'on va à la presqu'île. Voilà. C'est moins sur la vitrine que Moorea ou Bora. Enfin. Et Whakarawa, c'était encore autre chose puisque c'est la réserve homme et biosphère de l'UNESCO. Alors qui a décrété ça? C'est venu comment? Alors, en fait, il existait déjà une réserve naturelle. C'était l'atoll de Taiaro, où il n'y avait pas de gens qui vivaient. Ensuite, l'UNESCO a changé ses critères en disant il faut mettre l'humain au milieu du problème des réserves, et donc c'est devenu réserve Manenbiosco. Du coup, le pays s'est retrouvé avec un souci qui était d'intégrer des îles qui étaient elles peuplées. Et c'est comme ça. Et comme Taiaro fait partie de la commune de Whakarawa, c'est comme ça que l'ensemble, le pays a fait un travail pour que l'ensemble de la commune de Whakarawa soit classé réserve, biosphère, homme et nature. Voilà. Alors là, c'est carrément pas venu du gouvernement, c'est revenu de encore plus haut et encore plus extérieur. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un lien avec Rahui aussi. Dans l'atoll, il y a une zone où la pêche est totalement interdite. Il y a une zone dite Rahui, effectivement. Donc il y a une liaison avec la notion du Rahui polynésien aussi. C'est pas des règles imposées de l'UNESCO et qui n'ont rien à voir avec le local. Donc il y a quand même bien la problématique ostromienne du lien avec les populations et l'autogestion. Mais qui est indispensable. Sauf que justement, c'est pas vraiment organisé comme ça. Il n'y a pas nécessairement toutes les conditions que Ostrom avait définies. C'est à Tiopo que ça marche le mieux. C'est-à-dire que comme ce sont des gens d'abord, le terrain n'est pas le même puisque c'est un village ou des communes, les gens se rencontrent et il y a plus d'homogénéité. Voilà, Whakarawa, c'est immense comme atoll. Donc, pour se rencontrer, il faut faire des heures de bateau. En fait, on l'explique dans le livre, c'est peut-être pas le lieu ici pour le développer, mais Ostrom a mis en évidence 8 conditions en particulier dans lesquelles les gestions participatives fonctionnent bien. Et si ces conditions ne sont pas aussi simplement de 8 n'est pas respectée, souvent ça marche pas bien. Et alors il faut en particulier que il y ait des frontières bien précises de la ressource qu'on protège, enfin qu'on gère, et des utilisateurs. Or, rien que ça, par exemple, dans les 3 cas, c'est pas toujours très clair. Et même à Tiopo, sur le Rahui, la zone où la pêche est interdite, la frontière est bien définie, et les utilisateurs, par définition, puisque personne ne doit utiliser, c'est bien défini. Mais en dehors de la zone, n'importe qui peut aller pêcher à Tiopo, au bord de la zone du Rahui. Et ça pose un problème, parce que si certains font des efforts de se restreindre, de pas pêcher, et que c'est tout Tahiti qui vient pêcher à côté. Exact. Mais des fois, c'est ce qui se passe. Voilà. Et ça, c'est typiquement quelque chose que Ostrom a mis en évidence. Si on limite pas un peu les utilisateurs, là, dans ce cas de figure, si la pression sur la ressource devient un peu plus forte parce qu'il y a plus de pêcheurs à l'avenir, ça fonctionnera pas. D'où le fait qu'à Tautira, par exemple, peut-être, oui, si j'ai bien compris, on a limité un peu autour du Rahui, mais tu le sais mieux que moi. Ce sera l'objet de notre prochain livre. Oui, on y travaille. À suivre. Parce que Tamatoa m'a dit, tu vas voir, ça se lit comme un roman. Mais oui, il a raison. Oui. En tout cas, il y a une énigme, il y a du suspense, on ne sait pas. Mais qui a tué? C'est le colonel Moutarde dans le salon avec un chandelier. Parce que qui a tué les poissons? Non, mais qui a tué le Rahui? Voilà. Non, mais qui a tué le Rahui? C'est possible. Pour l'instant, personne. Mais non.
Non, mais on a apporté des améliorations au système de Rahui par rapport à celui de Tiopo. Donc, c'est vrai que il y a ceux qui sont autour de la presqu'île, celui de Tautira, de Pou, de Afahiti, qui se développent, qui sont à la première année, voilà, mais avec des systèmes qui prennent mieux en compte les problématiques ostromiennes, par exemple. Parce que justement, est-ce que vous faites office de conseil dans ces cas-là après? Pas vraiment, mais disons que dans la phase de mise en place, en fait, on a aidé d'un point de vue méthodologique. Enfin, c'est le CRIOP surtout qui a aidé d'un point de vue à la mise en place de ces Rahui. Donc, on s'est assuré de la participation du plus grand nombre. On a fait les suivis écologiques pour voir d'où on part en fait avec 3 poissons, 2 poissons, voilà. Enfin, oui, parce qu'il y a un comptage. Voilà, avant et après. Donc ça, on a assisté. Maintenant, après, pour l'essentiel, l'efficacité des Rahui va dépendre surtout des parties prenantes. Voilà. Il y a une autre idée que je voulais dire par rapport à Ostrom, qui est quand même importante dans les 3 cas de figure, c'est l'idée que les gens décident des règles eux-mêmes. Oui, comme ça elles sont acceptées. Qui peuvent également modifier les règles. Et enfin, il y a une autre condition qui va venir plus tard, mais qui est importante. Il faut que les règles soient congruentes, soient en phase avec le contexte plus large. Dans notre cas, la réglementation, par exemple. Et donc, cette idée-là, elle est importante parce que c'est peut-être ce qui distingue Taupo des 2 autres systèmes de gestion. Les règles ont été effectivement décidées par un comité, par les parties prenantes les plus directes, dans toute leur diversité. Donc ça change par rapport à Et Moorea. puis elles peuvent évoluer les règles en fonction de ce qui se passe. De l'évolution de la ressource, de ce qu'on observe des utilisateurs ou des utilisateurs venant de l'extérieur ou autre. Et donc, en effet, il y a peut-être des règles à corriger. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans les communs qui fonctionnent bien. Voilà. Mais tout est dit dans le terme aussi. Commun, ça veut dire aussi de la communauté qui s'implique. Oui, aussi. Ça. Alors au départ, commun, c'est ressources communes. Oui, voilà, ressources communes. Mais quand la communauté s'implique justement à tous les niveaux de la société, c'est un commun qui fonctionne bien. Voilà. Non, c'est vrai. Eh bien, écoutez, on va inciter nos lecteurs, nos auditeurs à devenir lecteurs. Donc, commun et océan, le Rahui en Polynésie. On le trouve où, ce livre? Alors on le trouve dans toutes les librairies, à Odyssée, Climat, et puis enfin pratiquement toutes les librairies de la place. Je voudrais aussi rajouter... Et au Vent des Îles. Et au Vent des Îles, évidemment, c'est l'éditeur. Je voudrais rajouter aussi qu'il y a une version e-book en anglais qui va sortir au mois de septembre, et une autre version e-book, mais en français, cette fois-ci, au mois de septembre également. Donc c'est pour un peu diffuser ces idées-là déjà dans le Pacifique. Eh bien, merci. En tout cas, bravo. Vous avez fait un beau travail. Et donc, j'attends le tome 2 pour savoir s'il va se faire arrêter, le colonel Moutarde. Exactement. Tome 2. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous.